Bonsoir à toutes et à tous. Euh, pour commencer, chez Malte, je pense que beaucoup d'entre vous le savent, mais je refais un petit point sur l'accompagnement qu'on fait pour nos clients sur plein de volets. L'un des premiers, c'est l'accompagnement des équipes RH qui souhaitent diversifier l'accès aux compétences et on sait combien l'accès aux nouvelles compétences, c'est clé. C'est l'appui aux managers en direct pour les aider à mieux qualifier leurs besoins et à sourcer les meilleurs talents. Et puis aussi, il y a l'accélération du business. C'est évidemment un élément clé et c'est ce qu'on va voir avec toi ce soir, Sylvain. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc Sylvain Pause travaille pour WPP, c'est le deuxième plus grand groupe de communication mondiale. Et au sein du groupe, il est partenaire de VML. Et VML, c'est la fusion de plusieurs agences, dont certaines que vous connaissez sûrement comme Young Rubicam ou encore Wonderman Thompson. Et le cabinet de conseil Velvet Consulting. Et vous êtes aujourd'hui 600 collaborateurs au sein de l'agence. Il se trouve que Malte WPP, c'est une histoire qui a débuté il y a 4 ans. Et ce sont aujourd'hui 3000 missions qui ont été réalisées et plus de 700 freelances qui ont travaillé au sein de différentes agences du groupe. La première question que je voulais te poser sur le freelancing, puisqu'on sait que les agences de communication sont novatrices et prescriptrices sur leur utilisation du freelancing, c'est comment tu décrirais la valeur que les freelances apportent à une agence comme la tienne? Alors, déjà, bravo pour la première partie, hein. On aurait eu beaucoup de sujets vraiment très focus sur l'IA, parce qu'on fait beaucoup de choses sur l'IA. Pour répondre à la question, le freelance, c'est pour des gens qui gèrent une agence, une solution pour résoudre l'éternel dilemme de à quel moment on embauche. Voilà, on sait qu'on a des projets qui vont tomber. On parie à 80% que ça va tomber, et le jour où ça va tomber, il faudra être prêt. Donc on se demande est-ce qu'on embauche maintenant ou pas. C'est une vie de pic et de creux, de tension, de charrette. Le freelancing, c'est d'abord une manière pour nous d'équilibrer un peu tout ça et de lisser un petit peu la charge de travail. Euh, bon, ça, c'est le point de vue plutôt gestionnaire. D'un point de vue très métier, même si on est 600, on a beaucoup d'expertise, il y a encore des trucs qu'on ne sait pas faire. Donc moi, j'ai plusieurs casquettes. Une de mes casquettes, c'est de développer une offre qu'on appelle le brand journalisme. Et ça consiste de manière assez simple à mettre en place en face de nos clients des équipes qui connaissent, on espère, aussi bien le secteur dans lequel ils évoluent qu'eux-mêmes, qui nous permet de ne pas être les bras ballants devant un brief en disant ah bah faut faire ça, mais de dire c'est pas ça le vrai sujet. Est-ce que vous avez pensé plutôt à parler de ça ou voilà. Donc on travaille pour des marques qui vont de Christian Dior à Dassault Systèmes en passant par des asset managers. On ne connaît pas tous ces secteurs-là en interne. On n'a pas vocation à devenir des spécialistes en spécialité. Donc on appelle des gens qui sont des experts. Donc ça, c'est aussi, on va dire, le côté compétences thématiques verticales qu'on n'a pas vocation à avoir en interne. Et le deuxième métier, là, on va plutôt parler de hard skill, c'est qu'il y a des clients qu'on accompagne sur des projets. Alors, je ne vais pas utiliser le terme 360, c'est un peu too much. Mais par exemple, on est l'agence qui opère toute la newsroom d'Île-de-France Mobilité. Donc, c'est une nouvelle marque, Île-de-France Mobilité, qui est en train de récupérer tout le périmètre de RATP, de SNCF. On fait tous les contenus. Et quand je dis tous les contenus, ça prend des formes qu'on n'avait même pas anticipées. C'est-à-dire qu'on nous a demandé de mettre en place des solutions d'information voyageurs dans les nouvelles gares de RER à Orly, à Saint-Denis-Pleyel, pour lequel on a utilisé de l'IA à l'occasion des JO. On nous a demandé de faire des reportages tournés-montés dans la journée en mode newsroom, etc., pour lesquels on avait besoin de JRI. On nous a demandé, 3 jours après, d'habiller toutes les gares d'Île-de-France aux couleurs des Jeux Olympiques. Voilà, donc tout ça, on ne sait pas faire en interne, ça nécessite des compétences qu'on n'a pas, et donc on fait appel à des freelances pour ces compétences très, très précises sur des métiers. Et tu m'avais aussi précisé, et ça c'est quelque chose qu'on entend souvent sur le côté, quand on veut recruter des super talents, bah, ils sont souvent freelance et c'est notamment Ah, quelque chose que vous avez observé dans les agences depuis le Covid, je crois. ouais, la tarte à la crème. Alors ma femme est indépendante, voilà, et je suis partenaire dans une agence. Donc ouais, les indés sont, enfin les bons sont souvent indépendants. C'est pas faux. Voilà, on arrive quand même à avoir des bons en propre, dans le dur, mais sur certains métiers, à un certain niveau de seniorité, c'est vrai que on trouve quand même des gens qui sont très très forts en freelance. Voilà, donc oui, les indés sont parfois très très bons et les très bons sont parfois indés. Voilà. Question sur ce que nous, chez Malte, on appelle les super teams. Quand je te dis super teams, tu penses à quoi?
Alors, Super Teams, tel que moi je le perçois, en tout cas, c'est comment est-ce qu'on constitue des équipes projets réticulaires. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont à la fois des collaborateurs de l'agence, qu'on embauche, qui sont là tout le temps pour servir le client, et autour d'eux, on constitue un pool de gens qu'on va sourcer, tester, et puis garder au chaud. Donc, garder au chaud, ça veut dire leur donner des petites missions de temps en temps pour qu'ils restent dans le bain qui gagne en affinité avec la marque, avec le discours de la marque, avec le secteur de notre client, avec aussi nos process, parce que chaque client a ses process, ses outils, voilà. Donc pour nous, c'est une extension presque organique de nos équipes internes, ce qui nous permet de gérer des projets très complexes. Alors, ça fait 3 ans maintenant qu'on commence à avoir beaucoup de content factories. Donc, content factories, c'est des gens qui sont chargés de produire entre 3 000 et 12 000 assets par an marketing, des bannières, des newsletters, des emails, des livres blancs, voilà. Et donc ça, par définition, pour gérer ça, on sait qu'il y a une partie du travail qu'on va pouvoir anticiper et lisser. Donc on a une équipe en dur. Et pour tout le reste, pour les absences, les congés, les montées en charge, on a besoin d'avoir des gens vers qui on peut se tourner très rapidement. Donc les super teams, c'est voilà, l'occasion d'avoir des gens qui ne sont pas dans l'agence, qui ne sont pas embauchés, mais qui connaissent presque aussi bien le client que nous, et qui sont capables d'être opérationnels dès le jour où on a besoin d'eux. Et tu me parlais aussi du sujet du décalage horaire. C'est parfois le fait de pouvoir avoir recours à des Oui, plateformes peut aider sur ces différentes time zones. ouais, je suis pas un très grand fan de l'offshoreisation à tout va, mais notamment sur les métiers très journalistiques, rédactionnels, où l'intelligence artificielle n'aura jamais la connaissance du terrain, jamais l'originalité. Oui, effectivement, pour des content factories, on peut être amené parfois à mettre en place des équipes qui font les 3-8, voilà, pour reprendre une terminologie industrielle. Et donc, ça nous a permis notamment d'identifier, par exemple, des très bons journalistes, très bons rédacteurs, qui étaient partis à l'époque du Covid vivre leur vie de digital nomade et s'installer à Singapour, en Thaïlande, et donc de mettre en place des équipes éditoriales francophones qui étaient basées en Asie. Donc comme ça, ils prenaient le relais quand nos équipes allaient vivre leur vie le soir. Et c'est quelque chose qui est très utile, très important. Et puis, petite anecdote, ça nous a permis de retrouver un concepteur-rédacteur qui avait claqué sa dème pour aller vivre en Asie et de rebosser avec lui. Voilà. Question sur la nouvelle verticale B2B que tu as mise en place dans l'agence. En quoi Malte te permet d'accélérer ton business sur cette verticale? Alors effectivement, donc en novembre 2023, j'ai pris le lead d'une practice B2B et quand on parle aujourd'hui à des CMO B2B, il y a plein de sujets, plein de questions. Parfois, ça peut devenir très technique sur des sujets très pointus. Et donc, une semaine après ma prise de fonction, on a eu un gros pitch pour toute la stratégie ABM d'un gros cabinet de conseil. Donc, je ne sais pas si des gens parmi vous connaissent l'ABM, l'account-based marketing. Voilà, c'est le fait de targeter une liste de clients et d'aligner les marketeurs et les commerciaux pour se dire, on va le taper. Et pour faire ça, il y a une démarche, un mindset, mais aussi de la techno. Donc, la démarche ABM prend autant de formes qu'il y a de clients, qu'il y a de Martech utilisés par nos clients. Et là, en l'occurrence, le client nous avait dit, alors moi, mon stack, c'est du Salesforce avec du Demand Base et puis un troisième truc que j'ai oublié. Et donc, il fallait répondre à ce pitch. Donc, la partie mindset, on avait compris. La partie de démarche générale, on savait faire. Par contre, le demand base fois Salesforce fois le troisième, on était un peu à sec. Et donc, je me suis amusé. Je suis allé sur Malte, j'ai tapé les 3 mots-clés des 3 outils et je suis tombé sur un consultant qui avait implémenté la solution tech chez ce client. Donc, on l'a fait bosser avec nous en avant-vente. Et du coup, la réponse était très contextualisée. On a montré des écrans qui ressemblaient aux écrans qu'utilisaient les marketeurs tous les jours. Donc voilà, c'est un gros plus. Donc pour moi, quand on lance, pardon, pour revenir à la question, en lançant cette activité, ça a été un énorme accélérateur en avant-vente, parce que sur des sujets que je maîtrisais pas, je pouvais sourcer des gens qui, eux, connaissaient. Et puis c'est aussi un énorme accélérateur en termes de mise en œuvre du projet, parce que c'est bien de gagner les projets, mais en tant qu'agence, on a intérêt à les délivrer très vite pour en prendre un autre. Donc le fait d'avoir, ça s'appelle des flex pools, je crois, c'est mal. Voilà, c'est cette équipe qu'on constitue alors qu'on est en phase d'avant-vente et qui nous permet, le jour où ça tombe, bah, de mettre le projet sur des rails sans attendre de recruter des gens qui soient dispo, qui lâchent leur projet, etc.
Ouais, les flex pools, c'est ce qu'on appelle l'identification des talents, même si le projet n'a pas encore commencé. Est-ce que vous servez en interne du côté collaboratif des flex pools, c'est-à-dire derrière, après, commenter les freelances qui peuvent être intéressants pour vous, etc. Alors oui, et c'est d'autant plus vrai à l'échelle du groupe, parce que moi je suis donc dans une agence qui s'appelle VML. Donc déjà entre nous, on a ce côté partage de commentaires, de feedback sur les freelances. Et alors j'ai plus le chiffre que vous aviez cité, sur combien de freelances on a fait travailler depuis le début du partenariat. 700. 700, voilà. Mais donc on a 700 personnes qui ont été testées, validées ou pas d'ailleurs, par des gens de WPP. Et c'est un gain de temps aussi ouais, très appréciable, effectivement. Est-ce que tu peux me donner un exemple, justement, dans ces exemples de Flexpool, d'une mission concrète que vous avez réalisée? Alors, je vais parler d'une mission qu'on va sans doute réaliser. Ouais, ouais, on attend la réponse demain, voilà. Mais c'est très bien parti. Euh, on était en pitch pour une grosse content factory B2B, pour un acteur que je ne vais pas citer ce soir, et qui, de la même manière que sur l'ABM tout à l'heure, nous avait aussi dit, nous, on travaille aujourd'hui avec tel outil de gestion qui s'appelle Asana, et puis tel machin qui s'appelle Figma. Voilà. Et donc, on recherchait des profils pour mettre en place ce Flexpool, et on est tombé sur une personne qui avait géré une Content Factory B2B avec ces outils-là. Donc voilà, donc ça nous a aussi permis d'être très très comment dire juste dans l'estimation avant-vente des efforts et des temps qu'on allait devoir passer pour délivrer le projet. Et puis aussi, encore une fois, d'être très pertinent pour le client parce que notre réponse était très contextualisée dans leurs outils, leurs interfaces. Donc c'est aussi quelque chose qui nous a permis de marquer des points. Et j'espère demain d'avoir une bonne nouvelle. Voilà. Et cette freelance, donc elle avait un rôle de PMO, c'est ça? Ouais, c'est une Elle, PMO. elle a participé aussi au pitch, si tu C'était m'avais... pas le plan, mais oui, on l'a fait monter à bord très tôt parce qu'on s'est rendu compte qu'elle avait absolument tous les talents dont on avait besoin et que l'équipe qui était en charge de faire les estimations chez moi de combien de temps ça prenait de produire X assets, X bannières, machin, était, voilà, avait besoin d'un petit coup de main et de quelqu'un qui savait le faire tous les jours au quotidien. Donc oui, on l'a fait monter en avant-vente. Dernière question sur là, ce soir, on a parlé d'IA, d'AI Search. Toi, comment est-ce que tu as pu commencer un peu à regarder comment ça fonctionnait, etc., commencer à tester? Qu'est-ce que ça peut t'apporter et qu'est-ce que tu penses d'une fonctionnalité comme celle-ci dans un cadre d'utilisation de l'IA aussi pour une agence comme la tienne? Ouais, alors je vais parler de l'avant-après, avant IA. Donc avant IA, moi j'ai beaucoup eu la chance de collaborer avec Meriem, qui est là-bas, des équipes Malte, qui m'a beaucoup aidé à écrire mes annonces, écrire mes projets, mettre les bons mots-clés, prendre les mots-clés que les freelances utilisaient, prendre les mots-clés que certains concurrents utilisaient, enfin que le marché utilisait, pour être vraiment très précis, très efficace dans les profils que j'allais faire remonter. Donc jusqu'à présent, c'était Meriem. Euh, voilà, l'IA n'est jamais. L'IA, pour vraiment délivrer, elle dépend de deux choses. Elle dépend de la qualité de la personne qui l'entraîne et elle dépend de la qualité du prompt qu'on lui met. Parce que si on définit mal son besoin, sans contexte, on n'y arrive pas. Donc, cette partie mots-clés est vraiment essentielle. Vous l'avez compris, moi, en tapant les mots-clés des outils technologiques, j'ai eu les bons profils. Donc, en ça, le produit Malte me semble une super aide pour des gens qui sont amenés à rechercher des talents et qui sont d'ailleurs de plus en plus diversifiés. C'est-à-dire que dans une agence, avant, il y avait le trafic, il y avait la direction des opérations. Maintenant, il y a tout le monde qui est sur la plateforme à chercher ses talents. Et on n'est pas tous des pros des annonces. Donc la partie IA me semble vraiment très prometteuse sur ce côté pertinence, aider les gens qui cherchent des profils à pouvoir les identifier. Et puis s'il y a des freelances qui un jour tombent sur cette conférence, je ne saurais que trop leur conseiller de bien mettre toutes les technologies qu'ils emploient dans leur profil.